Donc aujourd'hui, on va continuer dans la même lignée. On avait déjà commencé dans les dernières sections à voir comment est-ce qu'on pouvait calculer le champ électrique dans différentes situations, mais vous remarquerez, au dernier cours, on a regardé pour trouver trois nouvelles formules. Une qui ressemblait beaucoup, dans le cas de la coquille, à celle de la sphère ou de la loi de Coulomb, et deux autres pour la tige et pour la plaque infinie. Par contre, on n'a pas été super rigoureux dans la façon de le trouver, donc on avait trouvé les règles générales et les relations qu'on pensait que ça allait nous donner, mais sans faire un calcul mathématique qui nous amène à trouver la réponse. Cependant, on peut facilement, c'est peut-être un grand mot, mais on peut démontrer la formule pour une tige et la formule pour la plaque à partir de la loi de Coulomb. Donc, il y a une relation assez directe entre ces différentes règles-là. Dans le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, je veux vraiment qu'on démontre le principe de la démonstration sans nécessairement se perdre dans les calculs. Donc, on va faire un cas un peu plus simple. Plutôt que de regarder une tige infinie, on va s'intéresser au champ électrique à côté d'une tige finie. Donc, ici, on a un exemple là, d'une tige de longueur L et on va s'intéresser au champ électrique directement à côté. Ça a l'avantage de simplifier un petit peu notre calcul. On va voir pourquoi pendant qu'on va faire ce calcul-là. Mais la première chose qu'on veut se demander, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut, en général, calculer le champ électrique d'un objet qui n'est pas infini et d'un objet qui n'est pas non plus une particule. Donc ici, on est assez proche. On va considérer une distance d qui est assez proche pour qu'on ne puisse pas simplifier le problème en disant que notre tige est simplement une particule. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là? La première chose, ça va être de déterminer dans quelle direction va être notre champ électrique. Ici, juste question de savoir un petit peu de quoi je parle. Je vais considérer que c'est une tige chargée positivement. Ça ne changerait pas grand-chose si on avait dit que c'était chargé négativement. Mais je trouve qu'en général, c'est beaucoup plus facile ensuite de généraliser si on sait au moins, si on parle d'un cas spécifique et ensuite on regardera qu'est-ce qui arrive si jamais on avait une charge négative. Je ne m'intéresse pas ici à l'épaisseur de ma tige, je m'intéresse uniquement à sa longueur, donc on va considérer que c'est une tige mince. Ce qui se passe lorsque j'ai une tige comme ça, c'est que tous mes éléments de tige vont générer un champ électrique, mais tous mes éléments de tige ne sont pas à la même distance, donc je ne peux pas uniquement utiliser la loi de Coulomb. Je sais par contre que tous mes éléments de tige, chaque petite partie de ma tige va générer un champ électrique toujours qui s'éloigne d'une charge positive, donc qui vont aller dans cette direction-ci. Et au total, c'est certain que je vais avoir un champ électrique qui va pointer vers la gauche ici. Donc moi, ce que je veux trouver, c'est la valeur du champ électrique total, qu'on va noter E. Mais la clé du problème ici, ça va être de décomposer mon problème en plusieurs petits problèmes que je pourrais résoudre. Donc plutôt que de m'intéresser à toute la tige d'un coup, je vais séparer ma tige en plusieurs petits éléments. Donc je vais venir ici le segmenter. Et je vais regarder par exemple un petit élément qui est situé ici. Quel est l'effet de ce petit élément-là? Et je sais que le champ électrique total que je vais avoir, ça va être l'effet cumulé de plusieurs petits éléments comme ça. Si je prends des éléments suffisamment petits, ça veut dire que je prends des éléments qui deviennent pratiquement des particules, et à ce moment-là, je peux faire mon calcul avec ma loi de Coulomb. Donc ici, ce que je vais dire, c'est que je vais me définir mes axes, déjà. Je vais me placer un axe vers le haut, ça va être mon axe des Y. Il n'y a rien ici qui va se passer selon les Y. Et je vais avoir un axe horizontal qui passe à travers ma tige, qui va être mon axe des X. Peut-être que je peux le mettre un petit peu plus pâle pour qu'il me dérange moins. Donc ici, mon axe des X. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser pour chaque petit élément. Ici, on va prendre un élément qu'on va prendre une toute petite largeur. Donc, je vais me tracer ici la largeur que je vais appeler, je suis sur mon axe X, donc je vais appeler ça la largeur dx.
Et pour chaque petit élément dx, je vais avoir une composante, si vous voulez, une partie de champ électrique qui va être générée, qu'on va appeler ici dE. Composante infinitésimale de champ électrique. Et si je veux considérer l'ensemble de mes petits éléments, chaque petit élément individuellement, qui vont me créer mon champ électrique, je peux dire que mon champ électrique total, donc E, va être égal. Et là, ça va avoir l'air vraiment de base, mais c'est toujours bien de partir de cet élément-là. C'est un élément juste mathématique qui va toujours être vrai. E, ça va être l'intégrale de tous mes petits éléments dE pour l'ensemble de la tige. Donc ici, je peux dire c'est l'intégrale sur la tige. Juste me garder une note de c'est quoi les bornes ici. Ensuite, on va ajuster quelles vont être les bornes mathématiques qui vont permettre de calculer ça. Mais ça ici, là, ça va être la base de beaucoup d'éléments de calcul physique dès qu'on sort d'une situation où tout est beau, où tout est parfait, où tout est symétrique. On va généralement partir de quelque chose comme ça. Vous avez peut-être fait des calculs semblables en NYA, ou peut-être que c'est une des premières fois que vous voyez ça, mais on va voir en physique très souvent l'intégrale vue comme étant une somme de petits éléments. Donc je sais qu'en mathématiques, vous êtes habitué de le voir comme étant plutôt l'inverse d'une dérivée ou encore l'aire sous la courbe. Dans le cours de physique, on va très souvent se servir de l'intégrale comme étant une somme de plusieurs petits éléments. Mais si on revient, je vais juste faire une petite parenthèse avec ce que vous connaissez peut-être plus du côté mathématique. Vous avez probablement vu dans vos cours de mathématiques que je peux calculer l'aire sous la courbe à l'aide d'une intégrale. Mais lorsque vous calculiez votre aire sous la courbe, là, vous étiez toujours en train de faire intégrale de ma fonction fois dx. Et ça me donnait mon aire sous la courbe si je mettais les bornes appropriées. Si vous regardez votre élément ici, votre élément f de x fois dx, qu'est-ce que c'est d'autre que de simplement dire l'intégrale de petits éléments d'air? Si ce que je suis en train de faire à chaque fois, c'est dx qui est ma largeur fois la hauteur de la fonction à cet endroit-là. Ce que je suis en train de faire, c'est faire plusieurs petits éléments base fois hauteur. Et ça, ma base fois la hauteur, quand je prends une base infiniment petite, ça correspond à un tout petit élément d'air. Donc, quand je veux calculer l'air sous la courbe, je fais l'intégrale de tous les petits éléments d'air et j'avance le long de ma fonction. Ça ici, ça porte un nom. Vous l'avez peut-être vu en mathématiques comme étant une somme de Riemann. Mais peu importe, dans le cadre de notre cours, on va simplement s'intéresser au fait que mon intégrale peut être traitée comme une somme lorsque je prends beaucoup de petits éléments. Donc ici, la clé ensuite, ça devient d'exprimer dE en fonction des paramètres de notre problème. Ici, ça veut dire mon paramètre dE, on a dit que je pouvais utiliser ma loi de Coulomb. Donc je vais partir de là. Donc ici, si je veux regarder l'élément de champ électrique, donc le champ électrique causé par un tout petit élément, je vais avoir besoin de considérer K fois la charge, mais la charge pour un tout petit élément de tige va devenir très petite elle aussi. Donc on va l'appeler dQ, ça va être une charge infinitésimale qui est portée ici, divisé par R au carré, où R est la distance, et on va vouloir remettre ça ici en fonction de x par après. Donc ici, selon mon axe, si j'ai centré mes coordonnées au point P, ce que je vais pouvoir dire, c'est que ça ici, ça correspond à K fois l'élément de charge. Et là, mon élément de charge, autant que possible, je vais être capable de l'exprimer en fonction des autres éléments. Je me rappelle ici, j'avais défini une variable au dernier cours, lambda, qui correspondait à la charge de ma tige divisée par la longueur de la tige. Ici, je peux faire sensiblement la même chose, mais cette fois-ci avec des éléments infinitésimaux. Je vais dire, ça correspond à
la charge infinitésimale divisée par la longueur infinitésimale. Ici, ce ne sera pas dl, mais ça va être dx pour être en lien avec les variables que j'ai. Et là, j'ai une façon de passer de dq à dx. Donc, si j'isole ça ici, ça veut dire que je vais avoir k, valeur absolue de lambda, fois dx, et je divise ça par la distance entre le point P et mon élément dx, ça va être tout simplement x ici. Donc, divisé par x au carré. Super, maintenant j'ai mon élément dE exprimé en fonction de ça. L'autre chose ici, pour l'instant, si je veux être vraiment rigoureux, je le traiterai sous forme de vecteur. Cependant, mon vecteur est tout simplement vers la gauche. Tous mes petits éléments de vecteur vont être vers la gauche. Je pourrais simplifier ça en disant, ça ici c'est comme si j'avais E, la norme du vecteur dans la direction des moins i, donc vers les x négatifs, qui va être égal à l'intégrale sur toute la tige de petits éléments dE qui pointent tous eux aussi dans la direction moins i. Et ça ici, c'est une constante par rapport à mon intégrale. Ça, c'est une constante. Je vais pouvoir sortir ça de mon intégrale et des deux côtés, ça va s'éliminer. Je vais me retrouver avec simplement E égale intégrale de tous mes petits éléments dE. Je reviens à ça ici. Maintenant, j'ai quelque chose qui me permet d'intégrer. Ça, c'est bel et bien en fonction des x. Ça, c'est en fonction des x. Et je vais pouvoir faire mon intégrale parce que j'ai tout exprimé sous la forme d'une seule variable. Dans le problème qu'on a ici, on considère tout d'abord une tige qui est uniforme, donc qui a la même densité de charge partout. Lambda ne dépend pas de la position. Quoique, on aurait très bien pu faire une situation où lambda dépendrait de x, donc avoir plus de charge à un endroit qu'à un autre. Mais à ce moment-là, je devrais avoir la fonction de la densité à chaque position pour être capable de faire le calcul. Mais pour l'instant, on ne se casse pas la tête. On a une densité de charge qui est uniforme, donc lambda ne dépend pas de ma position. Je peux continuer mon calcul, donc la norme de mon champ électrique ici va être égale à l'intégrale de mon élément dE que je peux remplacer, K, valeur absolue de lambda, fois dx sur x carré. Et là, je vais m'intéresser maintenant à mes bornes. J'ai dit que ça, c'était sur l'ensemble de la tige. Ma tige ici va de x égale à d, donc le début de ma tige, jusqu'à x égale d plus L à la fin de la tige. Donc, je vais indiquer ici mes bornes. De x égale d à x égale d plus L. Et là, on peut faire notre calcul. On va sortir les constantes. Si tout ça, ça ne dépend pas de x, donc je peux les sortir de mon intégrale. J'ai k fois valeur absolue de lambda fois mon intégrale. Donc, intégrale ici de dx sur x carré, c'est la même chose que si j'avais x à la moins 2 fois dx. Donc, de x égale à d jusqu'à x égale d plus L. Et ça ici, j'ai juste à revérifier mes tables d'intégrale. L'intégrale de x à la moins 2, ça va être x à la moins 1 sur moins 1. Donc, je vais avoir k, valeur absolue de lambda, fois moins 1 sur x. Donc, x à la moins 1 sur moins 1, ça revient à la même chose que ça ici, qui va être évalué à x égale d et à x égale d plus L. Je vais remplacer les valeurs.
Donc ici, ça me donne moins 1 sur, donc final moins initial, moins 1 sur D plus L, moins initial, moins 1 sur D. On va faire bien attention ici de ne pas faire d'erreur de signe. Je veux simplifier ça. Donc, juste question de simplifier mon calcul. Je vais tout mettre sur une même base. Ce qui veut dire que je vais multiplier par D ici. Par D ici. Et par D plus L ici. Et D plus L ici. Donc, j'ai juste multiplié par 1 de chaque côté. On va poursuivre ça un petit peu plus haut. Donc, j'ai D moins D plus L sur D fois D plus L. Et ici, je vais avoir mes D qui vont s'éliminer les uns avec les autres. Et il va me rester simplement E. Donc, le champ électrique égale K fois valeur absolue de lambda fois L, donc la longueur de la tige, divisé par la distance de la tige fois D plus L. Donc comme ça, je suis en mesure de déterminer une nouvelle formule que j'ai trouvée pour une tige spécifique. Ici, il se trouve qu'il faut vraiment que ma tige soit sur l'axe. Dans votre cahier, vous allez avoir les calculs pour la tige située n'importe où. Il y a certains arguments de symétrie qu'il faut ajouter à ça. Mais le principe de base que je veux que vous reteniez, c'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a plusieurs éléments comme ça. On peut prendre les formules qu'on connaît déjà. Ici, la loi de Coulomb. Et on va regarder une série d'éléments, un à la suite de l'autre, et on va pouvoir faire comme ça une intégrale. Donc, on va séparer notre tige en tout petits éléments, et de façon à ce que sur chaque élément, je puisse appliquer ma loi de Coulomb. Plus tard, lorsque je vais avoir, par exemple, besoin de faire une plaque, je vais pouvoir considérer qu'une plaque, c'est une suite de tiges, ou ainsi de suite. Ça va être un argument qui va revenir souvent. On va souvent vouloir prendre un élément qui semble plus complexe et le séparer comme ça en une somme de petits éléments pour lesquels je connais les formules. Ensuite, ça devient simplement un petit peu de brassage mathématique, donc d'être en mesure de faire la résolution. Attention, ça ne nous donne pas toujours des calculs qui sont aussi simples que ceux-ci, mais on est souvent en mesure quand même de résoudre nos problèmes de cette façon-là. Et ici, vous remarquerez qu'on n'est pas limité à le faire pour des situations où j'ai, par exemple, une plaque qui est infinie. Je peux le faire pour une plaque qui a une dimension finie. Et la limite qu'on a ici, ce n'est pas tant physique, c'est uniquement lié à nos capacités de calcul. Donc, même si on avait une forme vraiment complexe, à la rigueur, on pourrait le faire résoudre par un ordinateur, donc y aller élément par élément et calculer chacun des éléments. Si on veut être en mesure de le calculer à la main, évidemment, ça va nous prendre à l'occasion des formes un petit peu plus simples comme celles qu'on a ici. Donc, c'est ce qui clôt la capsule d'aujourd'hui. Vous allez également trouver dans la prochaine section une explication pour ce qui est de la loi de Gauss, qui est le prochain outil mathématique super utile qu'on va voir pour traiter les champs électriques.